Donc je vais passer la parole à Alain Dehon, donc médecin fédéral, ORL et président de la commission médicale et de prévention du comité départemental du Var. Oui, c'est dû à Alain tout que je craché. n'avais pas pris les bons logos, qui sont un peu anciens. Là, une très belle image, Morgane Bourchis, qui part vers ses 90 mètres, sans palme. Alors, ce magnifique schéma pour vous dire mon terrain de jeu. Moi qui suis otorhinolaryngologiste, donc je m'occupe de l'otologie. On le verra, et ça pose un gros problème avec la trompe auditive. La rhinologie, qui s'occupe du nez et sinus. La laryngologie, pour le larynx, et par extension la région cervicale. Et puis quelquefois, les dents peuvent poser de problèmes et donner des sinusites maxillaires. Alors, en fait, ce sont des cavités aériennes et qui obéissent à la loi de Boyle-Mariotte, PV égale constante. Donc, comme la pression double de 0 à 10 mètres, ben, c'est sujet de barotraumatisme. Hein? Ouais, mais je suis... Alors, un rapide rappel anatomique. Les fosses nasales, ce n'est pas des trous lisses, il y a des cornets. C'est la diapo du haut, ici, ça ne marche pas. Donc, en fait, leur rôle, c'est de filtrer l'air qu'on respire, l'humidifier, le réchauffer avant qu'il aborde les voies respiratoires inférieures. Et puis, au fond du nez, il y a la trompe d'Eustache, c'est la région du rhinopharynx. Donc, les sinus, le problème, ce sont des petits orifices qui permettent de drainer les sécrétions et aussi donc de permettre le problème pressionnel. Donc il y a deux examens. Pour les sinus, on utilise des optiques et puis le scanner. Alors la pathologie, donc elle touche surtout le sinus maxillaire et le sinus frontal. On n'a pas de possibilité d'équilibrer. Donc en a de rhume, de sinusite, voire de polypose ou une déviation de la cloison nasale, on peut ressentir une douleur intense, souvent au niveau dentaire pour le sinus maxillaire et pour le sinus frontal, évidemment, au niveau du front. Et très rapidement, il y a des sécrétions et du sang que vous retrouvez dans le masque. Donc le traitement, ce sont des vasoconstricteurs type aturgile, des corticoïdes, éventuellement des antibiotiques. En cas de récidive, c'est-à-dire que c'est impossible pour vous de plonger, on peut proposer une chirurgie endoscopique pour débloquer la situation. Donc pas de plongée en cas de rhume. Alors les oreilles, donc la trompe d'Eustache, qui maintenant on nomme trompe auditive. Le gros problème, c'est sa perméabilité. Rapidement, on divise l'oreille en oreille externe, le conduit, qui est un collecteur de son, l'oreille moyenne, qui va nous poser problème avec la case du tympan, les petits osselets, qui amplifient donc l'onde sonore dans un milieu aérien jusqu'au niveau de l'oreille interne, qui est liquidienne, avec donc la cochlée pour l'audition et le vestibule pour l'équilibration. Alors, l'oreille externe, ben c'est la classique otite externe, qui est très très douloureuse, douleur insomniante, qui réclame un traitement local urgent. Alors moi j'utilise des gouttes de Panotil qui ont l'avantage d'avoir un antalgique, un corticoïde et des antibiotiques, avec éventuellement un traitement cortico-antibiotique si le conduit est complètement fermé. On voit une très belle image là, avec un conduit inflammatoire
et au fond, on devine le tympan avec le manche du marteau qui est très inflammatoire. Ça peut être favorisé par des exostoses et puis éventuellement un champignon, une automycose. Donc en cas de récidive, on peut proposer de tapisser le conduit par de l'huile d'amande douce. Et en cas de récidive, il va falloir réacidifier le conduit avec des bains d'alcool boriqué à 60 degrés. Alors un mot sur le barotraumatisme d'oreille externe, qui est en fait rare. Dans ma carrière, j'ai dû en voir 2 ou 3 cas. Elle est due à souvent une cagoule trop étanche ou neuve. Par contre, il se produit une compression du volume gazeux jusqu'au décollement de la peau du conduit. Ici, un cas qui parle de lui-même. Alors, l'otite moyenne barotraumatique, par défaut d'équilibrage dès la descente par la trompe d'Eustache, on décrit 5 stades. D'abord la congestion sur les 2 premières diapositives, où on voit un petit peu de dépôt hématique le long du manche du marteau et au niveau aussi du tympan, mais bon, le pointeur, voilà, les petites taches de sang. Un stade de plus, il y a un épanchement dans la caisse du tympan. Vous voyez, une magnifique bulle rétrotympanique. Ici, un épanchement sanglant et ça va jusqu'à la rupture. Alors certains, j'ai lu ça, certains ont proposé l'utilisation de Dox ProPlug, moi que j'utilise chez les enfants à qui j'ai mis des aérateurs transthématiques. Pour le plongeur, ça me paraît un peu osé, parce qu'on ne peut pas garantir une étanchéité parfaite, ou alors, à contrario, s'il devient très étanche, on peut avoir un barotraumatisme d'oreille externe, comme on a vu tout à l'heure. Alors, l'oreille interne, gros problème, parce que l'oreille interne, c'est vraiment l'organe noble. Tout ce qui est perdu est souvent perdu. Donc, en fait, elle peut être due à un valsalva très violent, quand on a du mal à descendre. En fait, il faut mieux remonter et puis y aller tout doucement. Et puis, il y en a même qui ont fait des valsalva à la remontée, qui est évidemment à proscrire. Donc, on peut avoir une entorse du ligament de l'étrier dans la fenêtre ovale. La fenêtre ovale, c'est ici en jaune, avec les petits osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Mais plus fréquemment, c'est une rupture de la fenêtre ronde avec une hyperpression externe des liquides labyrinthiques, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est liquidien, ou même par hyperpression interne dans l'oreille interne avec un risque de fistule labyrinthique. Donc le signe clinique, c'est surtout le vertige rotatoire, plus ou moins accompagné d'une surdité, mais bien souvent, on utilisera le caisson pour l'oxygénothérapie hyperbare en urgence pour ne pas passer à côté d'un accident aéroembolique vestibulaire. Alors je voudrais quand même insister sur la fistule labyrinthique qui est pas si rare que ça. On la retrouve souvent après des descentes rapides ou des plongées yo-yo, comme on peut le voir chez l'apnéiste. Quelquefois, c'est très parlant, avec une surdité de perception souvent sévère, mais qui peut être fluctuante, ou avec des acouphènes. Et puis le vertige, qui peut être rotatoire, postural ou à l'effort, ou une simple instabilité. Donc, en cas d'échec de l'oxygénothérapie hyperbare et du tanganil pour les vertiges, on peut réaliser une exploration chirurgicale en cas de persistance. Et afin de retrouver un petit orifice au niveau de la fenêtre ronde. Donc jamais, au grand jamais, de valsalva à la remontée. Rapidement, un mot sur le vertige alternobarique qui se reproduit à la remontée par une hyperpression dans la caisse, par manque de perméabilité de l'une des 2 trompes. Il suffit
de déglutir pour passer le cap. Le larynx, rapidement, c'est quand même un phénomène rare, mais qui peut exister, il faut l'avoir en mémoire. Le signe, c'est une dysphonie. L'exploration se fait par un fibroscope souple en vision directe. Et les laryngocèles peuvent être internes, comme sur la diapo supérieure ici, voilà, avec les cordes vocales, ou alors externes, comme chez cette jeune fille. Donc c'est une contre-indication majeure en raison du risque d'étouffement à la remontée par un piégeage de l'air dans la laryngocèle. Rapidement, les dents, caries mal soignées avec une mauvaise obturation. On a une douleur à la remontée. Le plaquage du masque chez le débutant à la descente, il suffit de souffler par le nez. Et puis la fameuse colique du plongeur à la remontée. Pas de boisson gazeuse avant la plongée. Bon, pour vous faire voyager un petit peu, le Taravana, Fred me disait que ce n'était pas mon propos parce que je suis ORL, mais en fait, il a été observé en 1958 chez les pêcheurs de perles des Tuamotu avec des apnées fréquentes, longues, profondes, avec une remontée rapide. Donc, il se produit progressivement de l'azote qui passe dans les tissus et qui atteigne le seuil de sursaturation critique jusqu'à l'accident. En fait, j'ai voulu en parler pour mettre en garde l'apnéiste sur une remontée trop rapide au scooter sous-marin ou avec un parachute. Pourquoi pas la gueuse, on pourra en discuter. Moi, j'en ai pas l'expérience. Donc, s'il n'y a que des vertiges et nausées, ce n'est pas très important, mais c'est surtout les graves problèmes neurologiques à type de paralysie, cécité, troubles de la parole. Alors, il y a le docteur Errand qui a mis au point une courbe de sécurité en fonction de la durée totale de séjour dans l'eau, de la durée moyenne des apnées et de la profondeur. Par exemple, pour une compétition de 3 heures, avec des apnées de 2 minutes à 35 mètres, pas plus de 12 descentes à l'heure. Alors, je voudrais quand même insister sur le problème de la trompe auditive, parce qu'il y a eu des progrès de fait. En fait, c'est une bouche d'aération. Donc, la trompe auditive, elle est tout au fond du nez. Ici, vous remarquez le tympan, le marteau qui est adhérent au tympan, l'enclume qui va enfoncer l'étrier jusqu'en l'oreille interne. Le vestibule, c'est pour l'équilibration et la cochlée pour l'audition. Alors, il y a eu beaucoup de progrès dans la physiologie de la trompe. Il faut retenir que c'est un mécanisme de sauvegarde avec une épipression active en cas d'écart important de pression, comme en plongée. Donc, l'évaluation clinique peut se faire avec à l'autoscopie. Moi, j'utilise le microscope parce qu'on voit mieux, mais il suffit de faire un Valsalva et vous allez voir le tympan qui va bomber dans le conduit dû à la pression. Alors, on peut aussi réaliser une endoscopie pour voir la trompe de stage tout au fond du nez. Ici, c'est le bourrelet tubaire, c'est lui qui va bouger lorsqu'on va faire une déglutition ou un Valsalva. Alors, l'exploration, la tympanométrie qui permet une réaction pressionnelle du tympan à son calibré. Donc, il faut, pour avoir une bonne élasticité, il faut avoir ce toit de pagode sur le zéro. Donc, plus récemment, maintenant, c'est la tubomanométrie qui a été mise au point par le docteur Estève, thermaliste. Il étudie une déformation du tympan par un capteur dans l'oreille externe, qui est là, et l'ouverture tubaire par la contraction vélaire, par des tests de déglutition. Donc on réalise 3 surpressions dans l'oropharynx, 30, 40 et 50 millibars. Cet examen a permis de voir statistiquement une pression d'ouverture à 19 millibars. Si on remet ça sur la zone de 0 à 10 mètres, ce qui fait 19 cm sous la surface. Donc, il faut absolument équilibrer lorsque la tête passe sous l'eau.
et lorsque l'apnéiste fait son canard. Donc voilà le rhinopharynx au casome, la déglutition, il y a une contraction du voile avec une déformation concomitante du tympan. Alors, rapidement, la thérapeutique, les traitements médicamenteux, on les a vus, corticoïdes, vasoconstricteurs, avec éventuellement des antibiotiques. En cas de bride qui gêne le mouvement du bourrelet tubaire, on peut réaliser une section de bride par endoscopie. La rééducation de la trompe d'Eustache par un travail du sphincter vélopharyngé, c'est ce qu'on appelle la kiné tubaire, pour essayer d'arriver à faire une béance tubaire volontaire décrite par Georges Delonca. Les manœuvres d'ouverture chez l'enfant, c'est un peu ludique. Il faut qu'il gonfle un petit ballon en bouchant une narine et souffler. Et en se dégonflant, l'air va insuffler la trompe d'Eustache. C'est le même principe pour la crénothérapie, les cures thermales, qui utilisent des sondes ou une poire de polysère, finalement, qui ressemble à un autovent. Alors l'aérosol manosonique, qu'on utilise surtout lorsqu'il y a une otite séromuqueuse, et très fréquente chez l'enfant, et avant la mise en place d'un aérateur en cas d'échec. Donc la nouveauté actuelle, c'est le kinétube, qui a été mis au point en même temps que la tubomanométrie. On réalise une véritable rééducation tubaire douce par des surpressions calibrées, à raison de 15 déglutitions à 30, 40, 50 millibars, 1 à 2 fois par jour pendant 15 jours par mois, et ça pendant 3 mois. Ça reconditionne le réflexe d'ouverture tubaire. Certains, en cas d'échec, ont proposé une dilatation de la trompe d'Eustache par un ballonnet gonflé à 10 bars de pression, mais pendant 2 minutes, non sans avoir fait un scanner pour regarder si la paroi osseuse du conduit osseux, la trompe auditive, est renforcée par une bonne épaisseur, parce que juste à côté, il y a la carotide interne. Alors, un cas clinique, il s'agit d'un patient que j'avais vu en décembre 2014, qui avait été opéré par Patrick Delonca d'une tamponoplastie de l'oreille gauche pour une fermeture de perforation. Mais il persistait toujours une mini perforation postérieure, marginale, que j'ai matérialisée ici, avec une otite séreuse chronique. Dès qu'il faisait le Valsalva, bouf, il y a du liquide qui sortait par la perforation. J'avais essayé les aérosols manosoniques, corticoïdes, même des antihistaminiques parce qu'il y a une suspicion d'allergie. Et puis finalement, je l'ai envoyé au docteur Estève qui a fait des séances de kinétube. En fait, ça a entraîné une fermeture spontanée, mais tardive, à 4 mois après la fin du traitement. Et actuellement, il est sans récidive depuis 3 ans. Je l'ai vu récemment au mois de mai. Alors, pour terminer, voici, je vous rappelle les contre-indications de la plongée éditée par notre fédération. Eh bien, vous remarquerez que pratiquement, c'est toujours un problème otologique qui domine. Je vous remercie de votre attention. Alors, avant la question, je voulais, parce qu'au départ, je vais parler aussi du Covid. Bon, le Covid, vous savez qu'il y a un signe ORL très embêtant, c'est l'anosmie et la gueusie. En fait, il n'y a aucun traitement. C'est un problème d'attaque du bulbe olfactif avec des filets nerveux qui sont endommagés. Donc, il faut faire une véritable rééducation pour ressolliciter le cerveau pour qu'il remette un nom sur l'odeur qu'on lui propose. Des questions ? Pas de questions. Eh bien, Alain, merci. Oui, tu as été parfait dans ton timing. Merci.